Tonton Bill Gobert, Goberto pour les intimes, Magnon Joli Vétéo, alias Philippe Crédit. Il dormait dans le château, il roulait Mercedes, il prenait crédit, oh, il prenait crédit seulement. De son vivant, il me disait, mon petit, si tu prends petit crédit, oh, ça va gâter ton nom. Il connaît son métier, quand il explique son problème, tu peux vendre ta maison pour aider tonton Gobert. Billy et Billy Gobert, tonton, pourquoi oh, tu prends pas crédit comme ça? Quand tu viens l'encaisser, il te dit je te dois, je sais que je te dois, je n'ai pas dit je paye pas. Quand tu mets ton palabre au commissariat du quartier, il y a tellement d'hébétés qu'il a toujours raison. Quand il est malade, ce sont ses créanciers qui forment un syndicat pour payer ses soins. Pour ne pas qu'il meure, car c'est leur seul espoir, pour qu'il ait la santé, pour rembourser leur argent. Billy et Billy Gobert. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à tous. Merci de mettre beaucoup de cœurs. Merci à ceux qui sont en train de bombarder les cœurs depuis là. Merci beaucoup. Tapotons, tapotons, tapotons. En attendant que les gens se connectent. Georgette Mendon, bonsoir ma mère, comment tu vas? Je vois que tu t'es connecté. Et TikTok me demande de t'encourager à partager le live. Alors, partage un maximum. Bonsoir. Calibro, est-ce que tu es connecté? Valérie, bonsoir, bonsoir. J'espère que tu vas bien. Merci de tapoter, mettre les cœurs et partager avec 10 de tes amis. Partagez, que chacun d'entre vous partage le live avec 10 personnes. Voilà. C'est nous, on vaut rien. Et c'est nous, on fout rien. Bonsoir, Caroline. C'est nous, on n'a rien. Et mais on n'a pas pitié de nous-mêmes. Il y a pas l'âme dans le pays depuis longtemps pour changer nos conditions. Malheureusement, c'est nous, on fait pitié. Ça va pas, mais on n'a pas pitié de nous-mêmes. On dit pauvre à tort. On a remarqué et c'est toujours pauvre qui souffre. Mais attention, on n'est jamais pauvre par hasard. Quoi qu'on fasse, jamais de fumée sans feu. C'est nous, on vaut rien. On n'a rien, mais on a 15 enfants. Qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas si c'est concours. Tellement c'est compliqué. Chacun a 3 jugements. Yako. C'est nous, on vaut rien. Et c'est nous, on fout rien. Ah, c'est nous, on n'a rien. Et mais on n'a pas pitié de nous-mêmes. Ah, papa dans le quartier, grâce à Dieu, est président des retraités. Grâce à Dieu, champion de Ludo, de Damier, vice-champion d'Awali. Après avoir milité dans au moins 17 parties, supporté toutes les équipes, quand il fait son bilan, PMU a tout ramassé. Son petit jeton, il a tout mis dans cheval. Plein de problèmes dans la maison. Le plus dangereux, c'est la mort subite. Un repas par jour, précisément à 16 heures. Après, ça fait ta prière pour que demain te trouve. Quand tu regardes tous ces pétards, tu es dépassé tellement il te fait pitié. Mais lui, il s'en fout. Il n'a pas de problème. Il a plutôt des projets pour son 2e mariage. Ouais, Africain, tu es qui? Qui es-tu? You be who? Who be you? Mais pourquoi est-ce que TikTok filtre les commentaires? Qu'est-ce que vous avez fait comme commentaires qui sont un peu mauvais là? Parce que vous avez mis trop d'émojis. Ouais, TikTok. Toi aussi, arrête comme ça. Arrête comme ça, TikTok. Il y a un Dieu pour les pauvres, mais il est écrit, aide-toi et Dieu t'aidera. Jésus revient, mais en attendant, on fait quoi? Il n'est pas maçon pour venir construire pour nous. Bonsoir le diable, bonsoir. Bonsoir El Diablo. Tapoter, 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 tapoter.
L'antenne est ouverte aujourd'hui. Je ne parle pas trop. L'antenne est ouverte aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui m'a raconté comment il est arrivé en Europe. Il a passé sa vie comme d'habitude à travailler pour entretenir son père, les 3 femmes de son père et tous les enfants de la famille. Pour que après, on se moque de lui quand il n'avait rien et il a été déporté. Waouh! Famille africaine, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Vous encouragez votre enfant à arriver en Europe. Il passe 18 ans de sa vie en Europe. Il travaille sans papier parce que vous ne l'avez pas encouragé à se chercher à trouver les papiers. Il n'a même pas de famille. Il travaille comme un malade avec les papiers des gens à gauche, à droite. 18 ans en France, sans papier. Il travaille avec les papiers des gens à gauche, à droite. Chaque mois, il est en train d'envoyer l'argent au pays pour nourrir son père, ses femmes, ses frères et sœurs. Et après, on le prend, on le déporte. Il arrive, on le chasse de la maison familiale. On se moque de lui et tout ça. Je suis dépassé. Il m'a promis de m'envoyer l'intégralité de son histoire. Et comme ça, là, je pourrais la partager avec vous en audio. Donc, là, je vous ai juste fait un petit résumé. Donc, imaginez un peu la scène. Vous qui êtes là, chaque fois, vous prenez la route, vous arrivez en Europe, vous entrez clandestinement et autres. Vous n'avez pas de papier. Même ceux qui entrent normalement, après, les papiers s'expirent, vous n'avez pas renouvelé. Vous vous retrouvez, au lieu de vous mettre sur le chemin de la régularisation, parce que vous avez la pression familiale, vous vous mettez plutôt sur le chemin de travailler au black. Travail au black, tu prends les papiers de X, tu travailles 1600 € le mois. Tu dois d'abord payer la personne qui détient les papiers. Ensuite, tu dois envoyer l'argent au pays. Toute cette pression, tu te retrouves à 5 ans, 10 ans, 15 ans, 18 ans. Parfois, d'autres ont même 20 ans en Europe sans papier parce qu'ils ne se sont pas concentrés sur l'essentiel. Mon frère, ma soeur, waouh, il faut arrêter. La diaspora africaine doit penser autrement. Arrêtez de penser que vos familles sont à vos charges. Non, non, non. Des histoires, il y en a tellement, tellement, tellement. Pour l'instant, les gens m'ont juste envoyé des petits résumés à gauche, à droite. J'attends qu'on me tamise encore plein de longues histoires comme l'audio que je vous avais fait passer ici régulièrement. Plusieurs audios là. C'est ça que j'attends. Donc pour le moment, je vous brosse un peu quand même pour que chacun essaye de se remettre en question. Faites une rétrospection, les gars. Faites une rétrospection. Hein? À quel moment est-ce que c'est toi l'enfant qui doit travailler toute ta vie pour nourrir ton père, ta mère, les femmes de ton père et tous les enfants que ton père a eu? Parce que soi-disant, ils ont un peu dépensé pour que tu arrives en Europe. Tu arrives en Europe, tu ne te stabilises pas. Tu commences seulement à chercher à gauche, à droite, tu travailles, tu montes, tu descends. Même t'acheter un habit, tu ne peux pas. Avoir une maison, tu n'as pas. Tu squattes. Tu tournes, tu montes, tu descends en Europe. Tu fais comment pour faire 18 ans en France, sans papier, sans famille, sans enfants? Juste parce qu'à chaque fois, il faut que tu envoies l'argent au pays. Tu envoies l'argent, tu envoies l'argent, tu envoies l'argent. Zéro projet, zéro objectif à atteindre. Tout ton souci, c'est que ma famille, je dois m'occuper de ma famille là. Hein, mon père, ton père, pas, il se marie, se remarie. Hein? Tu as les frères et sœurs qui ne foutent absolument rien parce que leur seul travail, c'est que mon grand frère en Europe. Le gars finit par se faire déporter. Il arrive à la maison familiale, on dit qu'il a une charge. Il faut qu'il aille se chercher. On lui rappelle que des gens comme lui marchent à pied pour arriver en Europe. Donc, il peut encore très bien marcher à pied pour repartir en Europe. Est-ce que vous comprenez à quel niveau est-ce que les gens sont mesquins? Et c'est ce que je dis toujours ici, là, à ceux qui me disent « Ah, ma famille, mon combat, ma famille, mon combat. » Reste là, n'est-ce pas? Je te donne un bon conseil. Reste là, ne te cherche pas, ne te fixe pas des objectifs, n'arrange pas ta vie, n'est-ce pas? Continue seulement de faire... Ouais, bonsoir Saitama, j'espère que tu vas bien. Mais qu'est-ce que TikTok me fait avec les commentaires comme ça là? Ça s'efface, ça s'affiche, je ne comprends pas très bien. Reste là, pense seulement que ma famille, mon combat. Ne pense pas à ta propre vie.
N'établis pas les règles dans ta vie, ne te fixe pas d'objectifs. Arrive en Europe, commence à travailler comme un malade. Envoie l'argent en Afrique comme un malade. Envoie seulement l'argent. Parce que tu vas dire que ouais, c'est ma famille, je vais faire comment, je vais faire comment. Je te rappelle encore une chose, si tu meurs aujourd'hui, ils vont continuer de vivre. Ils ne vont pas mourir parce que tu es mort. Non. Ils ne vont pas entrer dans le cercueil ou bien dans le tombeau avec toi. Nada. Il est mort, la vie continue. C'est comme ça que ça marche. C'est une réalité. J'ai vu des gens venir en commentaire sur mes vidéos dire que ouais, écoute, rien ne vaut la famille, rien ne vaut le sang, rien ne vaut ceci, rien ne vaut cela. Vous savez pourquoi en Afrique on n'avance pas? Parce que nous sommes encore trop émotifs. On n'arrive pas encore à analyser les situations froidement. Voilà pourquoi notre continent n'avance pas. Voilà pourquoi notre continent n'avance pas. Les autres ont pris le pas, le dessus sur nous. Ils se disent, mais écoute, je suis né, j'ai grandi, je dois absolument, mais absolument faire ma vie. Parce que c'est pour ça que je suis sur la terre, pour faire ma vie. Pour vivre afin de satisfaire les besoins et les caprices des autres, soi-disant parce que ce sont les membres de ma famille. Oui, bonjour mon grand. Bonjour, tu as une histoire à nous raconter? Oui, j'ai une histoire. Moi, j'ai mon voisin ici en Belgique. C'est un Oui. Congolais. Mm. Lui, il était au Congo, puis il était entre le Congo et l'Angola. Il faisait des sculptures, c'est-à-dire c'est eux qui font les humains en bois, souvent c'est en briques, en ciment, tout ça. Donc, il travaillait dans l'architecture. Lui, c'était un architecte. Donc, quand il était au Congo, sa famille qui était ici en Belgique, sa famille, c'est-à-dire les frères, les cousins, les tantes, tout le monde l'incitait à venir en Belgique. Comme ça, il va avoir de l'argent, il va avoir des nouveaux clients et tout, et ça va marcher pour lui. Donc, c'est comme ça, il abandonne le travail là-bas en Angola, il revient au Congo, il fait les papiers et il vient en Belgique. Maintenant, il vient en Belgique, il reste là comme ça. Il reste là pendant 5 ans. Il n'a toujours pas son titre de séjour, rien ne va. Même la famille même qui l'incitait à venir, tout le monde l'a abandonné. Il fait 5 ans d'abord à Charleroi. Ça ne va pas. Il part à Bruxelles. Il fait encore 5 ans là-bas encore. Ça ne va pas. Ça fait déjà 10 ans. Maintenant, il se lève, il part en France. Il fait 1 an. Ça ne va toujours pas. Maintenant, en 1 an en France, il travaille avec les papiers de quelqu'un d'autre, d'un frère aussi comme ça. Il travaille avec la personne parce qu'il se ressemble beaucoup. Et maintenant, le même frère encore est parti dire au patron pour dire qu'on n'a qu'à le chasser. Que parce qu'il n'a pas de titre de séjour. Il abandonne. Il revient encore en Belgique. Il trouve une femme, une autre Congolaise qui est née ici en Belgique. Il trouve la femme et tout. Et dès qu'il trouve la femme, lui, sa famille, ses amis et tout n'acceptent pas la femme. La famille aussi de la femme elle-même n'accepte pas le monsieur parce qu'il n'a pas de titre de séjour. Maintenant, ils ont eu 2 enfants. Le premier enfant, c'est un garçon. Ils ont eu le premier garçon. Il est parti pour déclarer son enfant avec sa femme. Sa femme, elle est belge, donc l'enfant doit directement être belge. Maintenant, il est parti pour déclarer l'enfant. La commune lui dit non. La femme dit, mais c'est son fils. C'est moi qui suis venu avec lui pour qu'il déclare son enfant. La commune dit non. Ok. Et maintenant, il part voir un avocat. L'avocat fait les procédures, tout. On lui dit, ah, il doit passer devant un juge. C'est le juge qui doit décider s'il va déclarer son enfant ou pas. Pendant ce temps, il reste avec la femme encore. Ils ont un deuxième enfant. Maintenant, ils ont eu le deuxième enfant encore. Il part encore pour déclarer, on lui dit non. Maintenant, dans la commune où il partait, il y avait une personne qui avait déjà fait un dessin. Comme c'est un architecte, donc il pouvait aussi faire les dessins des gens et des choses. Donc, il a fait un dessin pour un monsieur qui était aussi haut placé dans la commune où il partait. Donc, un jour, à Charleroi, dans la commune de Marcinelle, il a contacté ce monsieur-là. Il dit, ah, vraiment, je t'avais oublié, mais j'ai un problème qui persiste depuis très longtemps. J'ai eu un enfant, un garçon avec ma compagne qui est belge et mon enfant il est né mais j'ai pas pu déclarer l'enfant. Maintenant, j'ai eu un deuxième enfant encore qui vient aussi de naître. J'ai tout fait, je suis parti même pour déclarer l'enfant et tout. On m'a refusé. Même pour son premier enfant, il avait même fait le test ADN. Il a apporté à la commune, on a refusé. Maintenant, le monsieur en question a pris le problème. Il a demandé à ses collègues de travail, il dit, mais pourquoi est-ce que vous bloquez ce monsieur-là? Et maintenant, quand il a posé la question, le monsieur lui a dit que non, c'est la famille, c'est-à-dire les proches même de mon voisin, c'est-à-dire que qui est resté 12 ans sans document, sans titre de séjour. C'est sa propre famille même qui a appelé la commune pour dire à la commune que ce ne sont pas ses enfants et il fait tout ça pour juste avoir le titre de séjour. Donc, de ne pas lui donner les papiers, le titre de séjour.
En 12 ans, pendant 12 ans, il est resté, il n'a pas de titre de séjour. À chaque fois, il se retourne vers sa famille, là, il les invite. Quand il y a quelque chose de nouveau dans sa vie, il partage. Parce que c'est un homme aussi qui croit beaucoup en Dieu. C'est un bon chrétien, il croit beaucoup en Dieu. À chaque fois, il partage, il partage. Non, depuis que le monsieur a ouvert sa bouche pour lui dire ça, non, c'est comme s'il va devenir fou. C'est comme s'il va devenir fou. Donc maintenant, il est retourné aller voir l'avocat. Il dit, ah, voici le problème qu'il a. Maintenant, il a expliqué l'histoire à sa femme. La femme n'y croyait pas. Maintenant, lui, avec la femme, ils sont retournés à la commune maintenant. Ils ont insisté. Quand ils ont insisté, les gens de la commune ont vraiment confirmé que, ah, en effet, si depuis tout ce temps on est en train de vous bloquer, c'est qu'il y a des membres de votre famille, c'est-à-dire de vos entourages, qui ont appelé ici pour nous dire, pour nous avertir que de ne pas vous donner le titre de séjour, parce que les enfants que vous venez ici pour déclarer ne sont pas vos enfants et que vous faites tout cela juste pour avoir un titre de séjour. Ils ont donné même les détails partout où le monsieur a passé, le temps qu'il a passé à Charleroi, le temps qu'il a donné à passer à Bruxelles, le temps qu'il est parti en France, tout ce qu'il a fait. Donc lui, il n'a rien dit à la commune, mais on l'a tout dit en détail. Donc pour savoir que c'était vraiment un proche qui le connaissait qui a fait ça. Donc maintenant, la femme et lui, maintenant, ils ont quitté Charleroi, ils sont venus dans le petit village où j'habite maintenant. Ils ont déménagé, ils sont venus dans le petit village. Quand ils sont venus dans le petit village, lui et sa femme et les documents des enfants, ils sont partis ensemble à la commune pour aller déclarer les enfants. Le même jour, on a reconnu les enfants. Le monsieur a reconnu ses enfants. Et même pas après 6 mois, on l'a donné une carte de travail de 6 mois. Il a travaillé, il a fait sa formation et tout. Après 6 mois, on l'a donné le titre de séjour. C'est pour dire que très souvent, c'est la famille elle-même qui nous détruit, au fait. C'est la famille. La famille, ouais, c'est ça. Ça, il y a de Oui. ces histoires vraiment de la Exactement. diaspora ici, hein. C'est-à-dire que la Exactement. Pendant famille, 12 ans, il a souffert. Pendant 12 ans, lui, il se disait que, oh, mes amis, ce sont mes amis, ma famille, c'est ma famille. Pendant 12 ans, apparemment, son propre ennemi, les personnes même qui sont en train de le nier, c'est sa famille elle-même, ses proches. Ouais, ouais, écoutez ça, les gars. Donc, vous ouais. voyez que Ouais. c'est quand même terrible. C'est C'est quand terrible. même terrible. Alors, merci beaucoup, hein, Khalil, de nous avoir Avec brossé un peu plaisir. cette petite Avec histoire-là. plaisir. Que Dieu Merci vous beaucoup à bénisse. toi et bonne soirée à toi. Ah, merci. C'est pas possible, ça. Est-ce que vous m'écoutez le cinéma, les gars? C'est quand même incroyable. Ta propre famille te met les bâtons dans les roues pour qu'on ne te régularise pas. Et vous savez qu'ici en Europe, quand, n'est-ce pas, il y a ce genre d'appels, des trucs comme ça là sur toi, les gars, les gens là sont réticents parce que, en fait, leur problème, c'est ils veulent tout faire pour ne pas vous donner des titres de séjour. Et donc, quand vous n'avez pas encore de titre de séjour et on fait déjà des petits trucs comme ça là sur vous, c'est très difficile. C'est très difficile. C'est quand même lamentable. La famille, partagez le live, s'il vous plaît. Il n'y a que 4 partages là. Comment ça se fait? Vous êtes autant nombreux, mais il n'y a que 4 partages. Ce n'est pas logique, hein? Partagez avec vos amis. Chacun d'entre vous doit partager au moins à 10 amis. Vous pouvez partager sur Facebook, partager sur WhatsApp, partager aussi à vos amis sur TikTok, même en inbox. Partagez si vous aimez réellement, n'est-ce pas, le topo ou alors la topique. Je ne sais plus comment on dit en français. Et puis, de toutes les façons, il faut absolument, n'est-ce pas, que la diaspora africaine se réveille. Vous ne pouvez pas passer tout votre temps à vous sacrifier pour des gens qui ont 2 pieds, 2 mains, une tête comme vous. Des gens qui peuvent aussi se battre. On n'interdit pas d'aider, non. Mais on dit que pensez d'abord à vous. Il y a beaucoup qui viennent m'attaquer, hein. Ils sont nombreux qui viennent m'attaquer, qui disent, ouais, écoute, tu donnes des mauvais conseils, il faut laisser les gens aider leurs proches, parce que voilà, chez nous en Afrique, c'est la convivialité, c'est la chaleur familiale. Mais où est donc cette chaleur familiale quand la personne se fait déporter de l'Europe, arrive à la maison familiale et vous trouvez que la personne est une charge pour vous? Bonsoir, hôtesse de l'air, j'espère que tu vas bien. Parce que c'est ça qui est curieux, hein. Quand tu veux te concentrer sur ta vie, on te dit, il faut aider, c'est ta famille, il faut les aider. Hein? En Afrique, nous les Bantous, ce n'est pas un argument. Nous les Bantous, on doit aider, on doit apprendre, on a toujours vécu comme ça. Hein? C'est-à-dire que machin, patati patata. Mais quand on te déporte,
quand on te renvoie là-bas au pays, l'affaire de nous les Bantous, il faut s'entraider là, c'est fini. Hein. Tu restes à la maison familiale une semaine, 2 semaines, on commence à te demander de te chercher. Comme le gars dont je vous parle là. Il fait 18 ans en Europe. Il passe son temps à aider sa famille, son père, ses femmes, ses frères, ses soeurs. Il envoie, c'est lui qui envoie l'argent de la ration, l'argent de l'école, l'argent de ceci, l'argent de cela, l'argent, tout, chaque fois. Après avoir passé autant de temps en Europe, on l'arrête et on le déporte. Il n'a pas d'économie. Il n'a rien. Et quand on te prend pour te déporter, même si tu avais un petit argent que tu avais mis en dessous de l'oreiller, ici, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Donc, c'est-à-dire que même si tu avais fait des petites économies, puisque tu n'as pas de papier, tu n'as pas de compte bancaire, donc si tu as des petites économies, 1000, 2000, 3000 que tu as gardé en dessous de ton oreiller ou je ne sais où, c'est fini. Si on t'attrape, pang, terminé, on ne te donne pas, tu n'as pas le temps d'aller à la maison pour te chercher ou t'arranger ou je ne sais pas trop quoi, c'est fini. On te prend, on te met en centre de rétention, allez, pang, dès qu'on valide là, on te renvoie, direct. Et tu arrives là, élan, comme on t'a arrêté. Et il arrive... Quelque temps, c'est sa famille encore qui le met hors de la maison familiale. Une maison qu'il a aidé à construire, à bâtir, à arranger bien. Une famille qu'il a passé 18 ans à nourrir, à situer. Ses frères, ses soeurs lui tournent le dos. On lui tourne le dos. Son propre père lui tourne le dos. Sa propre mère lui tourne le dos. Tout le monde lui tourne le dos. On lui demande de Boza, d'aller Reboza. D'aller encore prendre la route du désert et de la Méditerranée. Mais quand quelqu'un a déjà pris ce chemin une fois, vous pensez que c'est facile de reprendre encore le chemin là la deuxième fois, sachant ce qu'il attend devant? Mais pourquoi quand il est arrivé là-bas, vous n'avez pas fait Boza tous les autres enfants là aussi, que bon, 2, 3, 4, que chacun Boza, pour aussi partir? Parce qu'il pouvait mourir au désert, il y a des milliers de personnes qui meurent au désert. Il pouvait mourir dans la mer, il y a des milliers de personnes qui meurent dans la mer. Pourquoi est-ce que si c'est autant facile, vous n'avez pas situé 2, 3, 4 enfants de la famille en disant que bon, vous aussi allez Boza? Pourquoi à chaque fois vous attendiez qu'il envoie l'argent pour que vous puissiez vivre? Et quand il arrive, il est en difficulté, il a des problèmes. Vous êtes encore les premiers à le mettre hors de la maison familiale. Et donc, j'ai dit ce soir, c'est libre antenne. Donc, si, comme Kalel tout à l'heure, s'il y en a qui ont des petites histoires à nous raconter, l'antenne est ouverte, vous envoyez la demande et puis vous intervenez. Je ne veux pas trop bavarder ce soir. Et il y en a qui m'ont dit ici, j'ai retenu un commentaire là, hier, quelqu'un qui m'a dit que j'ai laissé la politique. Qu'est-ce que vous entendez par politique, s'il vous plaît? Parce que là, nous sommes également dans la politique. Hein. Parce que remarquez un peu qu'au Cameroun, on fait le passeport plus facilement qu'on ne fait les cartes d'identité. C'est parce que le régime Biya a identifié que la diaspora est un atout économique. Le régime Biya a identifié que non, s'il y a des enfants qui sortent, ils vont au Canada, en Europe, patati patata, ils vont travailler, envoyer l'argent à leur famille. Et comme ça, leur famille restée en Afrique ne vont pas vraiment se révolter parce qu'il y a la famine, parce que si vous pouvez imaginer le soutien financier que la diaspora apporte, je parle surtout du Cameroun. La diaspora camerounaise, c'est-à-dire que c'est une source de revenus pour les caisses du Cameroun. L'argent que la diaspora camerounaise injecte dans l'économie du Cameroun annuellement, c'est au moins 10%, n'est-ce pas, du budget annuel du Cameroun. Au minimum 10%. C'est-à-dire on parle quand même de plus de 400 milliards. Et ça, c'est au bas mot. C'est-à-dire quand on veut faire les calculs les plus basiques. Retenez qu'il y a un minimum, c'est-à-dire les Camerounais recensés en diaspora par les ambassades. C'est au moins 5 millions, au minimum 5 millions. Donc imaginez ceux qui ne sont pas recensés par les ambassades. Donc, si vous faites un total même seulement d'1 million de Camerounais qui chaque mois envoient un peu d'argent au Cameroun, rien que 1 million de Camerounais, en Europe et partout ailleurs, chaque mois, si chacun d'entre eux envoie seulement 50 euros, ça fait bien 50 millions d'euros hein, par mois. Hein.
Eh oui, hein. Faites les calculs. Faites le calcul annuel. Vous faites 50 millions fois 12. Et vous voyez ce que 1 million de Camerounais seulement peuvent envoyer. Et quand je dis 50 euros, c'est-à-dire c'est le chiffre le plus bas que je puis trouver. C'est le chiffre le plus bas que je puis trouver. Excusez-moi un peu, il y a des gens que je dois bloquer, pas bloquer. Imaginez. Et donc, le régime Biya a identifié, ils ont compris que, wow, si il y a beaucoup de Camerounais dehors, non seulement les Camerounais de l'intérieur ne vont pas trop s'intéresser à la politique interne, parce que tout ce qui sera dans leur tête, c'est seulement il faut partir, il faut partir, il faut partir. Et en plus, ceux qui sont à l'extérieur vont envoyer de l'argent pour soutenir leur famille. Au bas mot, si on dit 5 millions de Camerounais, ça veut dire que c'est 5 millions de familles. Imaginez au Cameroun, il y a combien de citoyens? Autres 30 millions. On vous dit il y a 5 millions de Camerounais, ça veut dire que c'est au minimum 5 millions de familles. Oui, faites le calcul basique. Hein. Si une famille a trois membres seulement au Cameroun, ça fait combien? Faites 5 millions fois 3. Est-ce que vous vous rendez compte de la force que la diaspora camerounaise a? Je ne parle pas des autres diasporas, hein. Je me concentre un peu sur le Cameroun. Vous imaginez? Et donc, ça veut dire que si chacun d'entre vous envoie 50 euros, 100 euros, 200 euros par mois pour soutenir un membre de la famille, pour soutenir la famille, vous injectez de l'argent dans l'économie du pays. Et ça fait en sorte que quand cet argent entre là, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et quand ça arrive maintenant en dernier à la banque, les gens la bouffent. C'est-à-dire ils ne font rien d'autre avec l'argent que de bouffer. Vous voyez un peu? Dia dit que si tu pars dans les histoires de sang caleçon, tu vas avoir 1000 personnes. Ben, c'est ça la logique africaine. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, mon frère? On fait seulement avec les personnes qui sont là, qui sont concentrées. Vous savez, il y a une histoire, comment dire, quand vous avez des gens de qualité qui vous suivent, c'est plus important que la quantité. Parce que j'ai connu la quantité. J'ai fait des lives sur Facebook, il y avait les 8000, les 10 000 personnes. Vous voyez un peu? Tout ça, c'est juste du flottambo en réalité. Parce que même quand on disait retrouvons-nous sur le terrain, on se retrouvait autour d'une centaine, autour de 500. Parfois, quand on partait mener des actions. Pourtant, le live qu'on faisait pour annoncer l'action qu'on devait faire, il y avait 8000, 10 000 personnes qui nous suivaient. Et le jour où j'y arrivais sur le terrain, il n'y a même pas 200 personnes. Vous voyez un peu, non? Donc, il faut faire avec la qualité et non la quantité. Nous, on a passé le niveau là depuis. Et vous serez surpris, n'est-ce pas, du travail que les 40 personnes qui sont connectées là actuellement peuvent faire. Donc ne regardez pas ça. Tapotez, partagez à vos proches, laissez. Nous, on connaît comment ça se passe. Et en plus, dites-vous qu'il y en a qui font des captures pour partager à gauche, à droite. Vous voyez un peu. De nos jours, l'audience, là, ça ne compte plus trop. Voilà. Donc merci quand même d'avoir fait la remarque. Donc j'étais de disant ce que... Au niveau économique, la diaspora représente franchement quelque chose de fondamental. Bonsoir, grand Menems. Bonsoir à vous. Bonsoir à tous. Arnaud, bonsoir, bonsoir. Et donc, j'étais en train de vous dire que voilà pourquoi le régime Biya vous fait sortir des passeports plus rapidement que les cartes d'identité. Parce que vous devez partir. Vous devez partir et les laisser au pays, là, gérer le pays. Et quand vous partez, vous travaillez l'argent là-bas, vous envoyez au pays. Vous travaillez l'argent, vous envoyez au pays, vous injectez de l'argent dans l'économie du pays. Et donc, vos familles, au lieu de réfléchir sur comment s'en sortir, ils vont seulement penser que j'ai mon enfant qui est là-bas en Europe, il va m'envoyer l'argent. Pour eux, c'est normal. Donc, ils ne vont rien attendre du gouvernement, rien attendre du président, rien attendre des dirigeants. Ils vont seulement attendre que ce soit vous qui envoyez l'argent à partir de l'Europe pour qu'ils puissent vivre. Et l'argent que vous envoyez à partir de l'Europe, là, ça aide à maintenir l'économie camerounaise à un certain niveau.
Si aujourd'hui, la diaspora camerounaise arrête d'envoyer l'argent au Cameroun, rien que pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, 5 mois, il y aura soulèvement dans ce pays-là. Il y aura soulèvement dans ce pays-là. Ça, je puis vous le garantir. Ça, je puis vous le garantir. La famine va faire en sorte que les familles, c'est-à-dire que vous êtes 5 millions, c'est-à-dire 5 millions recensés en diaspora camerounaise. 5 millions recensés. Est-ce que vous imaginez le chiffre? On dit que la population camerounaise est de 30 millions. Et vous, en diaspora, vous êtes 5 millions recensés. Et chacun d'entre vous, au moins la moitié d'entre vous, vous envoyez l'argent régulièrement au pays là-bas. Régulièrement. Donc, imaginez le montant que vous pouvez envoyer. Et l'argent qui a été calculé par les voies légales atteint les 400 milliards à l'année. Par les voies légales. Combien d'entre vous envoient l'argent par les voies légales? Parce que nous tous, on se connaît. Il y a ce qu'on appelle ici le main à main. Je te donne 1000 euros ici, là, et puis quelqu'un donne ça à ma famille au pays. On ne passe pas par les western, par les machines, trucs là, non. Je te donne la main ici, quelqu'un donne au pays là-bas. Donc, imaginez donc l'argent qui fonctionne comme ça au black. Imaginez. Voilà. Donc, la diaspora aide la dictature qui est au Cameroun à se maintenir au pouvoir. Parce que vous avez complètement déresponsabilisé le gouvernement qui doit veiller sur vous. Et vous avez déposé tous vos problèmes sur vos enfants de la diaspora. Et c'est comme ça qu'ils n'ont plus de vie. Et ils trouvent que c'est normal qu'ils se sacrifient pour vous qui êtes restés au pays. Alors que normalement, ils ne vous doivent rien. Je vous ai dit que les Français immigrent beaucoup. J'ai dit beaucoup. Pour aller aux États-Unis, pour aller en Australie, même les Anglais. Le Royaume-Uni est le pays le plus riche de cette planète. Il n'y a pas un territoire plus riche que le territoire des Royaumes-Unis. C'est le patron, c'est le sommet de la pyramide, le Royaume-Uni. Donc le roi que vous voyez ici, là, le roi du United Kingdom, c'est le sommet de la pyramide de la richesse sur cette planète. Aucun président américain ne fait un mandat sans passer ici pour présenter ses hommages au roi ou à la reine. Aucun. Tous là, ils viennent ici. Biden était ici récemment. Barack Obama était ici. L'autre là, Trump était ici. Tous, ils viennent. Quand ils prennent un mandat, là, leur premier voyage, ils viennent d'abord ici. C'est le pays, c'est-à-dire le territoire le plus riche de cette planète. Il n'y a aucun pays, aucun territoire qui est plus riche que le territoire des Royaumes-Unis, ici, sur cette planète. Mais les enfants du Royaume-Uni voyagent, ils immigrent partout, c'est-à-dire comme si on les chasse seulement. Ils partent, ils sont versés en Australie, ils sont versés aux États-Unis, ils sont versés en Asie là-bas. Ils partent se chercher, parce qu'ici là, ça ne va pas trop. Pareil pour les Français. Les Français voyagent, ils partent se chercher à gauche, ils partent se chercher à droite. Mais quand ils partent se chercher là, ce n'est pas pour travailler là-bas et envoyer à leur famille rester en France. Parce que leur famille n'est pas à leur charge. Quand ils s'en vont en Australie, ils trouvent un travail, ou bien ils s'en vont aux États-Unis, ils trouvent le travail, ils s'installent. Ils vivent leur vie. Ils ne vivent pas pour travailler et envoyer à leurs membres de famille qui sont restés en France. Ça n'a aucun sens. It doesn't make sense. Là où ils s'installent, ils vivent. Ils vivent leur vie, ils construisent leur vie, ils construisent leur famille, ils s'occupent de leurs enfants. Parce que c'est le but de tout homme dans la vie. Ils ont des membres de famille, hein. Ils en ont, hein, tellement. Hein. Ils ont des membres de famille partout. Mais aucun d'entre eux ne va appeler pour dire que, ouais, bon, comme tu es aux États-Unis, que ici en France, ça ne va pas, envoie-moi même 100 euros, envoie-moi même 200 euros. Pourquoi faire? L'État français s'occupe déjà des Français qui restent sur le territoire français. L'État français s'occupe des Français qui restent sur le territoire français. Et c'est justement ce que nous voulons aussi pour l'Afrique, pour le Cameroun. Que l'État camerounais s'occupe des Camerounais qui vivent au Cameroun. Nous avons assez de richesses pour ça.
Nous avons assez de richesses pour ça. Je vais vous dire un truc. Est-ce que vous savez que chaque Camerounais est endetté d'environ 12 600 000 francs depuis que Biya est au pouvoir? C'est-à-dire chaque année, Biya a endetté chaque Camerounais à raison d'environ 300 000 francs. Chaque année. Chez les bailleurs de fonds. C'est-à-dire pas prendre les crédits à gauche, prendre les crédits. Donc, c'est-à-dire s'il faut rembourser la dette du Cameroun, chaque Camerounais doit rembourser environ 12 600 000 francs. Faites 12 600 000 francs fois 30 millions de Camerounais, vous allez voir la réelle dette du Cameroun. Vous allez voir la réelle dette du Cameroun. On est à plus de 378 000 milliards. 378 000 milliards depuis que Biya est au pouvoir, depuis 42 ans. Maintenant, posez-lui la question de savoir qu'est-ce qu'il a fait de cet argent. Vous ne voyez pas que les Camerounais de la diaspora devaient être en train de construire leur vie au lieu d'envoyer l'argent à leurs proches tout le temps, chaque temps. Et c'est pareil dans tous les pays d'Afrique. Je dis, je parle de la politique interne de mon pays parce que je maîtrise mieux. Donc, il faut que l'Africain arrête avec l'émotion et qu'il se place du côté de la raison, qu'il analyse les situations avec froideur. C'est un peu comme quelqu'un m'a posé la question l'autre jour, que mais Max, qu'est-ce que tu penses du fait que Kémy Séba a brûlé son passeport français et tout ça, patati patata? Je lui ai dit, moi, ça ne m'intéresse pas. Vous savez pourquoi ça ne m'intéresse pas? Parce que c'est son problème, lui, Kémy Séba, avec la France. Le jour où ça va m'intéresser, c'est le jour où je vais voir que vous, qui le suivez, et qui êtes français comme lui, qui détenez le passeport français comme lui, allez brûler ce même passeport en soutien à Kémy Séba. À ce moment-là, je vous prendrai au sérieux. Parce que vous êtes toujours dans les émotions. Et après, quand chacun va partir s'asseoir chez lui, il va réfléchir que si je brûle mon passeport français, si je compte même sur quoi. Après, demain matin, il va partir, à bas la France, à bas la France. Après, il s'assoit le soir, il dit, j'ai le passeport Bordeaux, je peux voyager là où je veux, comme je veux. Vous voyez un peu? En fait, c'est ça. Et moi, je vous dis, d'autres peuples auraient agi exactement comme Kémy Séba. C'est-à-dire qu'en soutien à la cause panafricaniste, et comme on ne veut plus de la France, eh bien, on va tous brûler notre passeport Bordeaux. Kémy Séba a lancé le pas, et nous tous on brûle pour montrer à la France que le passeport là ne nous sert à rien. Quand j'ai dit comme ça, la personne a dit que merde Max, toi là tu es froid. J'ai dit c'est ça. Il faut analyser les situations en toute froideur, loin des émotions. Il faut comprendre les choses en profondeur, ne pas rester dans la superficialité. Ce n'est que comme ça que l'Afrique avancera. Ouais, ce n'est que comme ça que l'Afrique avancera. Il y a un révolutionnaire, je ne sais pas si c'était le Che Guevara, ou je ne sais pas si c'était Fidel Castro, je ne sais plus trop c'est qui on appelait encore le Che Guevara, c'est fils du planteur qui connaît ces histoires-là. Il s'est battu en révolution avec 12 de ses amis. Tout simplement, ils étaient seulement 12, en fait. Donc, si quelqu'un connaît un peu qui met seulement le nom, ils étaient seulement 12, ils n'ont pas eu besoin de la masse, ils étaient 12. Ils ont pu convaincre. Ils ont pu convaincre et les autres ont suivi. Mais tant que les gens vont poser des actions simples comme ça là et les autres ne suivent pas, ça n'en vaut pas la peine. Nous voilà la peine. Et donc voilà pourquoi est-ce que je répète encore à la diaspora camerounaise et africaine que arrêtez d'être les esclaves de vos familles, restez en Afrique. Parce que ce n'est pas votre rôle. Ce n'est pas votre rôle. Chaque individu doit d'abord travailler pour son bien-être. Et vos parents sont là pour vous soutenir moralement. Ton père et ta mère ont l'obligation de s'occuper de toi. Parce qu'ils t'ont mis au monde. C'est leur rôle. Tu ne leur dois rien. Et tu feras pareil pour tes enfants. C'est comme ça que ça marche. La vie, c'est l'héritage. C'est comme ça. Je me bats aujourd'hui parce que je veux léguer un héritage à mon fils demain.
Je me bats aujourd'hui parce que je vais léguer un héritage à ma fille demain. Je ne me bats pas aujourd'hui parce que je veux me mettre à penser en arrière, en disant que je vais faire ci à mes parents, je vais faire ça à mes parents. Non, c'est comme je suis déjà bien positionné, j'assure l'avenir de mes enfants. À ce moment-là, quand je vois que, ouais, à gauche, à droite, ouais, je pense que j'ai sécurisé, je peux maintenant faire quelque chose pour mes parents. Donc, ce n'est pas obligé, je le dis encore. Et les gens qui veulent me détester pour ça, ils n'ont qu'à me détester, mais c'est le bon sens. Parce que tes parents, ils ont vécu leur vie. Tes parents, ils ont vécu leur vie. Ça me rappelle un peu l'enfant d'un voisin qui avait répondu à son père tout poliment. Quand son père passait le temps à le comparer, son père dit, tu vois l'enfant de tel là, il est ceci, tu vois l'enfant de tel là, il est cela, à ton âge, il faisait comme ça, à ton âge, regarde comment il fait, patati patata. Lui, il a répondu poliment à son père que, voilà Paul Biya, à ton âge, il était président de la République. Son père a failli prendre feu. Son père a failli prendre feu. Vous voyez un peu? Donc, en réalité, chaque parent doit se sacrifier pour le bien-être de son enfant. Ce n'est pas l'inverse. Bonsoir Loïc, comment tu vas? Ça fait un bail. Ce n'est pas l'inverse. Chaque parent se sacrifie pour un meilleur avenir pour son enfant. Pour offrir un meilleur avenir à son enfant, autant pour moi. C'est le devoir et le rôle de tout parent. Et l'enfant n'a aucune obligation de se sacrifier pour son parent. La vie n'avance pas à reculons. Ton enfant doit se sacrifier pour ses enfants, pour sa famille, ainsi de suite. Bonsoir Joël. Je vais bien Loïc, je vais très bien. Bonsoir Joël. Je me sacrifie pour mes enfants se sacrifient pour leurs enfants, ainsi de suite. C'est comme ça, ainsi est faite la vie. Donc les parents ne doivent pas chercher à revivre une vie qu'ils n'ont pas eue sur le dos de leurs enfants. Mais vous êtes en train de ralentir. Vous êtes en train de freiner vos enfants. Imaginez, vous avez un enfant, n'est-ce pas, à 30 ans. Vous avez un enfant à 30 ans, disons à 30 ans, vous avez un enfant. L'enfant grandit et après il trouve un boulot à 30 ans, par exemple. Vous avez déjà 60 ans. Vous continuez de vivre. L'enfant doit construire sa vie, mais au lieu de construire sa vie, vous imposez à l'enfant de s'occuper de vous. Vous ralentissez l'enfant. L'enfant se met à s'occuper de vous. Vous continuez de vivre. Vous avez 80 ans, l'enfant en a 50. L'enfant n'est pas encore situé. L'enfant passe son temps à travailler et s'occuper de vous. L'enfant a déjà 50 ans. L'enfant a déjà 50 ans. Il passe sa vie depuis qu'il a commencé à travailler à 30 ans. Il passe son temps à s'occuper de vous. Il arrive à 50 ans, vous avez 80 ans. Vous mourrez. C'est à 50 ans que sa vie commence. C'est à 50 ans que sa vie commence. Non. Un vrai parent, c'est celui qui se rassure d'abord que son enfant est situé avant de venir porter ses problèmes et mettre sur la tête de l'enfant. Sinon, comme j'ai vécu là, moi je continue de vivre, même si je vis dans les carabos, dans la terre battue et qu'on sort, je vis au champ, je vis du champ ou je ne sais pas trop quoi. Tant que mon enfant n'a pas encore une bonne situation de vie, je ne peux pas lui imposer mes problèmes. Ça, c'est méchant. Je ne peux pas faire des caprices à mon enfant. Je ne peux pas l'imposer, lui dire, écoute, comme tu es peut-être, disons un peu comme tu es en Europe là-bas, il y a l'arbre de l'argent, donc travaille, construis-moi une maison, achète-moi la voiture, mets-moi la bonne, fais-moi les ceci, fais-moi les cela, alors que je sais très bien que mon enfant n'a pas encore une situation. Aïe, 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 Joël, désolé pour ça. Moi, je ne sais pas ce qui se passe. Le live bug de temps en temps. Je ne sais pas trop si c'est... Moi aussi, j'ai un problème de connexion ou alors c'est TikTok ou c'est le réseau. Je ne sais pas trop. Donc, tapotez l'écran aussi, s'il vous plaît. Tapotez l'écran.
Tant que ton enfant n'a pas une bonne situation, une bonne position, et que lui-même il se sent à l'aise, il vient te proposer que qu'est-ce que je peux faire pour t'aider. Tu n'as pas le droit de lui imposer quoi que ce soit. Tu n'as pas ce droit. Tu as le devoir de l'accompagner moralement, le soutenir et même t'endetter pour qu'il soit bien positionné. Ben oui. Mais oui, il y a beaucoup de parents qui le font et c'est la meilleure façon de faire. Tu vois un papa, il s'endette pour soutenir son enfant. Une maman, elle s'endette à gauche, à droite, elle s'endette, elle dit que mon enfant doit évoluer. Moi, j'ai déjà vécu ma vie, mon enfant doit évoluer. Elle part là-bas, elle bouffe la réunion, elle part là-bas, elle fait, elle met sur l'enfant, elle dit que évolue et elle ne lui demande rien en retour. Cela permet à l'enfant de se stabiliser, d'avancer, de trouver, n'est-ce pas, c'est-à-dire de bien construire sa vie, s'engager peut-être dans une relation, avoir sa propre famille, se stabiliser, commencer à faire ses plans. Et si l'enfant n'a pas encore pu faire les plans jusqu'à ce que tu meurs, ce n'est pas grave, tu as joué ton rôle de parent. Tu as joué ton rôle de parent. Les seuls moments où l'enfant doit intervenir, c'est quand il y a une situation de maladie grave. Là, c'est obligé. Tu interviens pour sauver la vie de ton parent. Mais il y a souvent certaines situations là où même le parent conscient va te dire que mon frère, j'ai déjà 75 ans, j'ai déjà 70 ans. Ne viens pas mettre 2 millions, 3 millions sur moi, ça ne sert à rien. Le parent conscient te dit ça, que prends plutôt les 2, 3 millions là, va dans une banque, tu déposes, tu prends un crédit ou je ne sais pas trop quoi. Occupe-toi de ta vie, prends soin de toi, de tes enfants. Parce que moi, le parent, j'ai déjà vécu. C'est comme ça que les parents réfléchissent. Oui. C'est comme ça que les parents réfléchissent. Et non de faire que à chaque fois, vous imposez quelque chose à vos enfants. Vous leur imposez de travailler comme des malades pour résoudre vos problèmes. Vous leur dites que je t'ai mis au monde. Hein, tu dois t'occuper de moi. Comme les matins disent souvent, j'ai versé mon sang pour toi, tu dois t'occuper de moi. Le chantage émotionnel. Tu n'aimes pas cet enfant. Je ne parle même pas des frères et sœurs. Non, je parle encore des parents même. Tu n'aimes pas ton enfant. Le parent qui aime l'enfant ne lui fait pas le chantage. Donc, je dis ça pourquoi? Pour que les gens qui sont ici en diaspora, qui passent leur temps, au lieu de se stabiliser, ils passent leur temps à chercher le travail au black. Ils cherchent à gauche, ils cherchent à droite. Ils travaillent parce qu'il faut absolument satisfaire les moindres caprices des familles restées en Afrique. Vous êtes dans le ndem, vous faites mal. Il faut changer cette façon de faire. Et j'ai dit que chaque dimanche, ce combat-là, je vais le mener ici. Chaque dimanche maintenant. Il faut changer cette façon de faire parce que ce qui est marrant dans cette situation, c'est que à la fin, il n'y a pas plus ingrat que ces gens-là. C'est-à-dire que je te dis seulement que essaye un peu un jour de dire non, je n'ai pas. C'est à ce moment que tu vas comprendre ta réelle position. Dieu merci. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Oh, tu as une histoire à nous raconter, on t'écoute. Ben non, moi, j'ai pas grand-chose à dire, c'est pour vous soutenir en fait. Ah, d'accord. Franchement, c'est bien ce que vous dites, vous parlez bien et tout, voilà. J'ai beaucoup aimé, depuis, je suis en train de suivre. Voilà. C'est pour vous encourager en fait. Ah, d'accord, ok. Merci beaucoup pour les encouragements. Merci beaucoup, merci. Merci à vous et voilà, continuez de nous suivre. Voilà. Donc, je disais tantôt que ce soir, c'est antenne libre, parce que je n'ai pas d'histoire particulière à vous raconter ce soir, c'est antenne libre. Donc, prenez la parole. Si vous avez quelque chose à raconter, vous racontez. Si vous avez vécu une situation, prenez, n'ayez pas peur de parler, parce que la parole libère. Prenez la parole, exprimez-vous. Si vous avez vécu une situation, si vous êtes dans la même situation, exprimez-vous et demandez même conseil. Je suis sûr que dans l'audience, il y en a, n'est-ce pas, qui vont vous donner des conseils. D'ailleurs, ces vidéos, je les découpe et je les poste sur YouTube. Donc, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube pour suivre le live
en différé. Demain à 15 h, le live sera disponible sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui viennent d'arriver et qui ne savent pas de quoi est-ce qu'on a parlé depuis le début, je vous invite, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Comme ça, là, chaque live, vous le retrouverez sur YouTube. Et sur Facebook, vous allez retrouver certaines parties du live que j'ai découpé et que j'ai posté sur mes pages Facebook, Max Senior officiel, Max Senior officiel Alpha. Donc, je vous invite également à vous abonner là-bas. Merci à tous ceux qui ont partagé le live. Alors maintenant, s'il y en a qui ne peuvent pas encore intervenir parce qu'ils n'ont pas le nombre d'abonnés nécessaires, je vous invite à laisser un commentaire. Comme ça, là, je vais lire et je pourrai vous répondre par rapport aux commentaires, c'est-à-dire votre préoccupation en commentaire, et je pourrai vous répondre. Voilà. Voilà, peut-être, hôtesse de l'air, est-ce que tu me permets? Est-ce que tu me permets? Protus Quam, bonsoir, je te vois que tu viens d'arriver là. Tapotez le live et partagez s'il vous plaît. Je ne sais pas, il y a une grosse restriction là avec TikTok là. Je vois le truc là, que le live est restreint. Je ne sais pas pourquoi. Tout à l'heure, ils m'ont dit qu'ils ont restreint les commentaires et tout ça. Caroline Tata dit qu'elle n'arrive pas à prendre. Je ne sais pas. Appuie sur les deux bonhommes que tu vois en dessous de l'écran et tu essaies d'envoyer l'invitation. Tu as combien d'abonnés, Caroline? Donc, tu as encore 54 abonnés, tu ne peux pas encore prendre le live, tu ne peux pas encore monter en live, malheureusement. Tu ne peux pas encore monter en live. Donc, il te faut avoir... Abonnez-vous chez Caroline Tata, quel est au moins le nombre de... Il faut combien d'abonnés encore là? 500 ou 1000 pour pouvoir intervenir dans un live. Donc, je vous invite à vous abonner chez Caroline Tata pour que elle puisse avoir le nombre d'abonnés requis afin de pouvoir intervenir dans le live. Rosie la belle, elle ne peut pas appeler mon numéro parce que j'utilise mon téléphone pour faire le live, malheureusement. Il n'est pas prévu qu'on appelle sur le numéro WhatsApp ce soir. J'aurais dû faire le live sur la tablette, comme ça vous pourrez appeler sur WhatsApp. Mais c'est pas grave, dimanche prochain on va faire comme ça. Ceux qui ne peuvent pas intervenir pourront appeler sur WhatsApp. Mais je ne comprends pas TikTok. À chaque fois que je poste une vidéo avec mon numéro WhatsApp, TikTok bloque la vidéo. Ah, en fait, c'est ça. Ils ont restreint ma page cette semaine. Ils m'ont envoyé plusieurs notifications parce que j'ai posté mon numéro WhatsApp. Ils disent que c'est contraire aux règles de je sais pas trop quoi, de la communauté TikTok et tout ça, de partager des informations confidentielles et tout ça, ce tralala, je sais plus trop de quoi. Donc, c'est pour ça qu'ils ont restreint. Ah, je comprends maintenant. Je comprends, je comprends. Aidez-moi, tapotez le live, tapotez. Je pense qu'ils vont lever la restriction d'ici la semaine prochaine. Tapoter, j'ai partagé et j'ai été même obligé de supprimer en fait la vidéo, là, le post où je mettais, j'ai mis mon numéro WhatsApp et tout, et tout, et tout, et tout. Pour ceux qui ont cherché la vidéo sur mon mur, ils n'ont pu trouver, c'est que j'ai été obligé de supprimer la vidéo parce que TikTok a trouvé que j'ai partagé des données personnelles. Pourtant, ce sont mes propres données. Hein. On va faire comment? Ce n'est pas notre réseau social, donc on respecte leurs lois, les lois qu'ils nous imposent. Alain, bonsoir Alain, j'espère que tu vas bien. Oui, Caroline Tata, abonnez-vous chez Caroline Tata, s'il vous plaît. Comme ça, là, au prochain live, elle pourra intervenir. Et s'il y en a qui veulent intervenir, envoyez juste les demandes. Hôtesse de l'air, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave si tu peux pas intervenir. Tu n'as pas assez d'abonnés pour intervenir, c'est ça? C'est pas grave, hein, c'est pas grave. J'ai dit que ce soir, si là, je ne raconte pas une histoire en particulier, mais je donne plutôt des conseils un peu globaux. Hein. Alors, Rosie la belle dit que Max parle-nous de comment gérer les frères et sœurs. Moi, je vous ai déjà dit que les frères et sœurs, moi, je ne les gère pas. Parce que si tu n'as aucune obligation envers les parents qui t'ont mis au monde, combien de fois les frères et sœurs? Chacun se cherche. Tu n'interviens que lorsqu'il y a un cas de vie ou de mort. Chacun se cherche. C'est-à-dire qu'aucune obligation. Mais la semaine passée, je vous ai raconté l'histoire de cette femme-ci, c'est-à-dire que son frère a confisqué sa maison, là, une maison qu'elle a construite à près de 140 millions en CFA. Son frère a confisqué ça.
confisquer, trafiquer les papiers, tout. Je vous ai raconté ça la semaine passée. Voilà. Donc, les frères et les sœurs, c'est-à-dire ton frère vient te poser un problème ou ta sœur vient te poser un problème et que tu regardes quelles sont tes priorités. Regarde quelles sont tes priorités. Tout simplement, c'est quoi tes priorités? Ton frère, ta sœur, ils peuvent se battre. Eux aussi, ils doivent construire leur vie. Ils ne doivent pas compter sur toi pour construire leur vie. Donc, les frères et les sœurs, pour dire vrai, je ne les gère pas. Et je ne conseille pas les gens de les gérer. À part si tu as l'argent à jeter par les fenêtres, un peu comme les footballeurs, là, ils gagnent beaucoup d'argent, donc ils peuvent s'amuser à donner à qui ils veulent, lui. Mais quand tu es quelqu'un qui te bat, tant que tu n'as pas atteint tes objectifs, les frères, les sœurs, les patati et patata, là, ça ne peut pas être ta priorité. Redoutable 08. Max, tu es cherché en Angleterre. Quelles sont ces questions bizarres là? On t'a dit que moi, je suis marié avec beaucoup d'enfants. Hein. Moi, je ne suis pas dans les relations, truc là. Tu vois un peu. Donc, si tu rêves de moi la nuit, arrête de rêver de moi. Si tu fantasmes sur moi, il faut arrêter. C'est vrai que je suis bel homme, mais tu n'es pas mon goût. Parce que moi, j'aime les femmes. OK? Donc, si tu t'es perdu, il faut aller te rechercher. Peut-être tu vas te trouver ailleurs quelque part. C'est pas ici chez moi. Lui a dit que son oncle a mangé ses 3 000 € au lieu d'acheter le terrain. Ah ben oui. Arnaud. Ouais, bonsoir, grand. Bonsoir Alors, Arnaud, on t'écoute. ok, je voulais parler. Déjà, j'encourage et j'apprécie le travail que tu as bas. Merci beaucoup. Oui, c'est à féliciter. Ah, J'aimerais pas, je suis Camerounais déjà, oui, et j'aimerais intervenir sur la situation des passeports et des CNI. d'accord. On t'écoute. J'ai- Lorsque je suis allé faire mon passeport, j'ai vu un gars faire le passeport avec le récépissé. Et le passeport sort en moins de 24 heures. Le passeport, il coûte environ 125 000. Oui. Euh, il sort au bout de 24 heures, tu as ton passeport. Je m'interroge donc. La CNI, qui est moins de 10 000, comment elle fait des années et elle ne sort pas? Qu'est-ce qui ne marche pas? Peut-être je suis stupide et je ne parviens pas à comprendre. Donc les frères essaient un peu de m'expliquer ce qui ne marche pas. On va où? On est où? Qu'est-ce qui ne marche pas? C'est les interrogations qui ne vont pas chez moi, ça tourne dans ma tête et je n'ai pas de solution. J'ai expliqué, je pense, tu as suivi le live depuis le début, non, je ne pense pas. Non, Je je suis arrivé en cours. J'ai justement expliqué cette situation. C'est une politique. Ils font des passeports parce qu'ils veulent que vous sortez du pays. C'est comme ça que ça marche. Ils font les passeports plus rapidement que les cartes d'identité. Ça ne se fait nulle part au monde. En fait, c'est pour que les gens sortent, que vous sortiez du pays parce qu'actuellement, c'est la diaspora qui soutient économiquement le Cameroun. Et donc, plus vous êtes dehors, et plus il y en aura qui vont envoyer l'argent régulièrement au Cameroun. Et cela va permettre à l'économie camerounaise de se maintenir à un certain niveau. Donc, si les gars font les passeports, non seulement c'est un gros business d'abord pour eux, c'est d'abord un très gros business. Les passeports, un passeport à 150 000 francs, un pays comme le Cameroun, c'est d'abord un très gros business. Et en plus, ils ont mis l'accent dessus parce que c'est une politique qui consiste à pousser les Camerounais à sortir. C'est compliqué. Bon, maintenant, concernant la famille qui est restée au Cameroun et en Afrique, vraiment, je suis de tout cœur avec ce que tu dis, que basta. Parce que ces gars, parfois, j'ai comme l'impression qu'ils ne savent pas ce que nous vivons ici dehors. Le stress de ne pas être avec les gens avec qui tu as été,
les conditions de vie ici à l'extérieur, c'est pas facile. Les frustrations, le stress, la pression du travail. Le patron veut le rendement. Tu es stressé, tu es sous pression. Mais quelqu'un ne veut pas savoir si tu vis bien. Si tu as pu manger, ce qu'on veut, c'est l'argent. Je vais raconter une petite histoire. Lorsque j'étais au Cameroun, je vivais à Oudja. Mes derniers moments à Yaoundé, c'était Oudja. Un ami avec qui on flânait au quartier. Fin de compte, il a appris que j'ai décalé. Après, il m'écrit sur Messenger, il me dit, gars, j'ai appris que tu es parti. Vraiment, je n'ai pas le téléphone. Envoie-moi le téléphone. Je lui dis, bro, bonsoir d'abord. Il dit, bonsoir. Je lui demande, est-ce que tu as cherché à savoir si je vais bien avant de me demander le téléphone? Est-ce que tu as cherché à savoir si j'ai un abri? Tu sais qu'ici, là, les gars n'ont pas de maison à des moments, non? Ils n'ont même pas peut-être le travail. Ils n'ont même pas peut-être les papiers. Tu as cherché à savoir si j'ai rassemblé tous ces éléments avant de me demander le téléphone? Je lui dis, après ça, tu sais que j'ai une femme et les enfants au Cameroun, non? Il dit oui. Je lui demande, tu as cherché à savoir si elles vont bien? Il dit, gars, je sais que tu es un lion. Toi, tu t'en sors toujours. Je lui dis non. Ce n'est pas comme ça. Je ne m'en sors plus le tout aussi. Ça a cuit sur moi-même. Depuis ce jour, il ne m'écrit plus. Il ne m'écrit plus. Et j'ai pris la décision que dorénavant, je vais prendre soin de moi premièrement. La priorité, ça sera mes enfants et ma femme. Les autres, ça sera peut-être en 9e place. Donc, après mes enfants, il y a un vide de 1, 2, 3 jusqu'à 8. Le reste va venir en 9e position. Donc, c'est soutien et courage à tous ceux qui sont sortis pour se battre. Et je pense que la priorité, c'est nous. On doit pouvoir prendre soin de nous. Donc, merci encore. Je te suis depuis. Tu fais un travail phénoménal. Le Cameroun va vivre un moment de révolution. Nous, on va rentrer. On va rentrer prendre les choses en main. C'est juste que les systèmes sont encore verrouillés, mais même la nature va nous donner l'espace et la faille, et on va s'imposer. Un retour triomphal s'annonce. Les choses vont, même la mort va tuer certaines personnes avant que l'espace ne se libère. Donc, courage à toi. Tu fais un travail phénoménal. Soutien à toi. Longue vie à toi. Merci beaucoup, Arnaud. Bonne soirée à toi. Merci. Voilà. Hôtesse de l'air dit qu'il y a un de ses cousins qui a attribué son nom à l'enfant, au nouveau-né. Elle a refusé. Parce que tu connais déjà le schéma. C'est le schéma. C'est le schéma. Et ce que Arnaud vient de dire là, je vous ai aussi dit ça la semaine passée, non? Que oui, on va t'appeler. Au lieu de demander comment tu vas, tout ce qu'on te pose, c'est rien que les problèmes. On t'appelle. Allô, oui. Vraiment, je n'ai pas mangé. Vraiment, on n'a pas mangé. Vraiment, je n'ai plus de chaussures. Vraiment, je ne sais pas. Oh, c'est monté, oh, c'est descendu. Vous allez voir quelqu'un qui est en location, qui n'a aucune situation. Ou alors vous allez peut-être votre petit frère, votre petite soeur, elle est encore à la maison familiale. Elle dort encore sur le canapé ou bien elle dort encore dans la chambre. Elle se sert comme ça là avec ses autres frères et sœurs. Mais c'est elle qui te dit qu'elle a besoin de iPhone Pro Max. Elle dit que son grand frère en bec. Donc, il faut qu'elle aussi, elle utilise iPhone Pro Max. Vous voyez l'autre, il sort là, il est encore en location. Lui-même, il n'a pas de situation. Mais c'est lui qui te dit que non, il a besoin d'un gros téléphone Android là. Ils n'ont même pas pitié d'eux-mêmes. Comment est-ce qu'ils auront pitié de toi? À chaque fois qu'ils appellent, personne n'appelle jamais pour dire « Allô, comment tu vas? Est-ce que tu as bien dormi? Qu'est-ce que tu as même mangé aujourd'hui? » Il y a même quelle nourriture là-bas? Est-ce que tu manges bien? Est-ce que je ne peux pas essayer de conditionner la nourriture et t'envoyer? Parce que si je me souviens, je sais que tu aimes beaucoup la tenue militaire, mais je ne pense pas qu'il y a des ingrédients pour la tenue militaire là-bas, notamment les feuilles de macabo. Comment on peut même faire pour parvenir les feuilles de macabo là-bas? Et
Depuis là, j'ai réfléchi, hein, je ne vois pas, je ne sais pas. Est-ce que tu peux me dire, est-ce que tu ne connais pas, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui voyage pour venir ici et qui va repartir? Ou alors, est-ce que tu ne peux pas trouver un de tes amis qui est au pays, qui va revenir? Ou les trucs comme ça pour que je puisse t'envoyer un petit quelque chose que vous n'avez pas là-bas et tout ça. Jamais. Jamais. Et même quand tu vas envoyer l'argent pour acheter la nourriture là-bas, pour qu'on te fasse une valise de nourriture pour que ça vienne, tout a augmenté sur le marché. On va te dire que le kilogramme de riz, c'est 2000. On va te dire que mon frère, là où tu nous vois là, le seau de haricots de 5 litres, c'est déjà 10 000 francs. Vraiment, le pays ici, c'est devenu grave. Vraiment, le pays ici, c'est terrible. On va te dire que le kilichi que nous tous on connaît à la briqueterie là, on te dit que non, pour avoir un bon paquet de 1 kg de kilichi, il faut au moins 150 000. 150 000 pour 1 kg de kilichi, oui. Là, tout est devenu cher au marché. Tout est cher. Tu envoies 500 € pour qu'on te fasse une valise. On t'envoie un petit sac comme ça. On te dit que tout est cher au marché, tout est cher. On t'escroque. C'est ça. Et c'est vraiment triste. Lia, envoie-moi ton histoire. Envoie-moi ton histoire. L'histoire de ton oncle qui t'a bouffé l'argent du terrain et tout ça. Envoie-moi ton histoire sur WhatsApp. Envoie-moi ton histoire sur WhatsApp. Non, envoie-moi un inbox ici sur TikTok. Envoie-moi un inbox. Écris-moi un inbox avec tu m'envoies ton histoire. Je vais relayer ça ici. Je vais relayer ça ici. Voilà, hôtesse de l'air, comme vous voyez là, elle a été victime de ses soeurs, de ses frères. Elle a ouvert un compte bancaire où elle envoyait l'argent régulièrement. Elle mettait l'argent régulièrement chaque mois pendant des années. Et sa soeur était administratrice dans ce compte bancaire-là. Sa soeur a bouffé tout l'argent. J'ai dit tout, même 5 francs. Même 5 francs, il n'y avait plus. Je pense que je vous ai raconté son histoire aussi là, ici. Hôtesse de l'air que vous voyez là. Elle a subi des terribles trucs avec ses frères, ses soeurs, sa mère, tout ça là. Donc maintenant là, elle a décidé qu'elle coupe les ponts aussi. Et depuis qu'elle a coupé les ponts, sa vie avance. Sa vie avance calmement. Concentrez-vous sur vos vies. C'est la priorité. Concentrez-vous sur vos vies. Rappelez-leur qu'il n'y a pas l'arbre de l'argent ici. Vous sortez dans la neige, le froid, le vent. Tu conduis dans la neige, tu risques de faire l'accident. Parce que tu dois aller travailler l'argent et envoyer à des petits feignants qui sont restés là-bas au pays, qui ne veulent rien faire. Quand quelqu'un vient, on leur demande, tu travailles quoi? Ils ont leur nouvelle profession. Je suis parent de Mbenguiste. Parent de Mbeng. Tu travailles quoi, mon frère en Mbeng, ma soeur en Mbeng? On dirait qu'on ramasse l'argent ici. Et là où il y a encore une méchanceté pire, c'est que ils ne veulent pas savoir ce que tu fais pour avoir l'argent. Ils ne veulent pas savoir ce que tu fais pour avoir l'argent. Ce n'est pas toutes les familles qui sont comme ça. Je vous ai dit qu'il y a des familles qui sont vraiment très bien éduquées dans les règles. Des familles qui se soucient de leurs parents qui sont en diaspora. Mais moi, je suis en train de parler là vraiment de cette majorité-là de familles qui pensent que leurs enfants qui sont ici, c'est des esclaves. Ils ne cherchent pas à savoir. Il y a même des mamans qui demandent à leurs filles de se prostituer. Carrément. Que ta fille est en Europe, ta fille dit que maman c'est dur, maman c'est dur. Elle dit à sa fille que mais tu dis que c'est dur comme ça là que tu ne vois pas toutes les autres filles là qui sont là-bas en Europe là qui font les trucs là pour avoir l'argent là. Toi aussi tu penses que tu es trop quoi pour ne pas faire ça. Fais aussi. Parce que tout le problème de la maman c'est qu'il faut que sa fille lui envoie l'argent. Vous avez des parents qui ont des enfants. Il arrive en Europe 1 an, 2 ans. L'enfant sort, woum. Il a les paquets d'argent. Vous ne vous posez pas la question de savoir, mais l'enfant là a pris l'argent où? Docteur Samba, merci beaucoup à toi pour les roses. Vous ne vous posez pas la question de savoir l'enfant a pris l'argent où? Parce que si quelqu'un arrive en Europe 1 an, l'argent, sachez que le gars est entré dans les trucs compliqués. La drogue, les braquages, en fait, la criminalité. Et les parents sont là-bas, ils ne veulent pas comprendre, ils s'en foutent. Envoie-nous les euros là. Envoie-nous ça.
L'enfant s'en va dealer. Il met sa vie en danger. Parce qu'il faut vous satisfaire. Des parents qui ne posent pas la question sur la provenance de l'argent à leurs enfants, c'est des mauvais parents. Oui. C'est des parents criminels. Oui. C'est des parents criminels. Je vous ai toujours dit et je vous le répète à chaque fois et je le ferai toujours quand je viens en live pour parler de ce sujet, qu'un bon parent, c'est celui qui se rassure que son enfant vive une vie décente. Un parent qui se bat pour que son enfant s'en sorte dans la vie. Un parent qui questionne son enfant. L'enfant vient du jour au lendemain avec l'argent comme ça. Tu dois lui demander, mais tu sors d'où avec cet argent? C'est mieux que l'enfant te dise qu'il a gagné au loto et tu comprends. Un bon parent, c'est ça. Parce que le parent ne doit pas revivre sur le dos de son enfant. Tu as déjà fait ta vie. Tu as déjà vécu, tu as fait ta vie. Maintenant, si l'enfant s'en sort, qu'il est déjà bien positionné et qu'il peut essayer de faire X ou Y pour toi, il peut le faire. Juste pour te rendre hommage, c'est tout. Mais sinon, tu as vécu ta vie. C'est d'héritage en héritage, héritage en héritage. On n'avance pas à reculons. On ne vit pas en reculant. On avance, la vie avance. Le parent vit, il met des enfants au monde, il s'occupe de ses enfants grandissent pour créer leur propre famille et non pour s'occuper de leurs parents. L'une l'autre. Bonsoir. L'enfant doit construire sa propre vie. L'enfant ne doit pas vivre pour s'occuper de ses parents. Quelle que soit la position de l'enfant. Je dis bien quelle que soit la position de l'enfant. Vous devez vous rassurer que l'enfant ait fait les meilleurs investissements possibles, qu'il ait la meilleure stabilité qui soit avant de commencer à regarder à gauche, à droite. C'est ça le vrai parent. C'est ça un bon parent. Je ne cesserai de le répéter. Et le devoir de tout parent, c'est de veiller à ce que son enfant ait le strict minimum. C'est votre devoir. C'est une obligation. Et vous ne devez rien attendre en retour de ces enfants-là. Parce que ces enfants ne vous doivent rien. Ils ne vous doivent rien. Ils n'ont pas demandé à naître. Voilà. Donc, les parents qui se sacrifient pour leurs enfants et qui ne demandent rien, là, vous pensez qu'ils font comment? Ils vivent pas, ils vivent. Ils vivent. Je vous ai parlé de l'histoire d'un ami qui a son père. Son père, il est parti en Europe, il ne s'en sortait pas. Son père a vendu sa maison qu'il avait construite en ville pour lui envoyer l'argent pour qu'il puisse bien s'établir. Son père avait une petite maison au village, il est retourné au village. Il est retourné au village et il n'avait pas dit à son fils qu'il a vendu la maison là pour le soutenir. Il a dit à son fils qu'il a pris l'argent à la réunion. Il est retourné au village. Et quand il était au village, il a commencé à chercher les terrains agricoles. Quand son fils commençait à gagner un peu d'argent, il a tout fait pour que son fils se marie et que son fils ait une vie. Il faisait toujours comprendre à son fils que tout va bien chez lui. Il faisait comprendre à son fils que tout va bien chez lui. Sonko a gagné les élections au premier tour. C'est super, c'est super. Je vais aller regarder ça tout à l'heure. Donc son fils s'est stabilisé. Et quand son fils s'est stabilisé, il a fait en sorte que son fils puisse avoir certains investissements au pays. Il regardait à gauche, à droite, il partait, il regarde à gauche, il dit achète le terrain si ce sera bien pour toi. Achète le terrain si tu mets la culture de telle chose sur ça. Achète le terrain si tu fais, achète ça là, fais comme ça, fais comme ça. Ne te préoccupe pas de moi, fais comme ça, vis ta vie, fais comme ça, vis ta vie. Et c'est comme ça que le papa là a fait en sorte que son fils, mon ami, il soit bien. C'est ça le rôle d'un parent. Le papa ne s'est pas lamenté que voilà, écoute, je suis au village, vraiment, ça ne va pas, vraiment, je machin, patati patata. Non. Le parent
s'est rassuré que son enfant fasse les meilleurs investissements possibles. Et quand l'enfant était stabilisé, le parent lui-même est content de dire que voilà mon fils. C'est mon fils qui détient ça, c'est mon fils qui a ça, c'est mon fils qui a telle plantation, c'est mon fils qui a ci, X, Y. Le parent, il ne souffre pas aujourd'hui, c'est-à-dire il ne manque pas de quoi manger, de quoi se vêtir et passer du bon temps et tout. Parce que son fils était déjà bien stabilisé et que son fils pouvait maintenant faire des choses pour lui rendre hommage. Mais si l'enfant est là, je répète encore que vous comprenez bien, l'enfant se bat, l'enfant n'a pas de situation, c'est grave, c'est chaud. Surtout l'enfant est en Europe, il n'a même pas de papier, il se bat. Mais vous êtes là tout le temps en train de lui demander l'argent, demandez l'argent, vous le traumatisez. Il faut arrêter ça. C'est de la méchanceté. Et vous qui êtes en Europe là, stabilisez-vous d'abord. Arrêtez de vouloir montrer aux gens de l'Afrique que vous êtes bien, parce que tu t'es filmé devant la Tour Eiffel. Il faut que tu envoies 500 € quand il y a une prochaine réunion familiale qui a un problème. Parce que tu dois maintenir le statut que tu leur as montré. Quand tu arrives là, oh, je me suis filmé à la Tour Eiffel, je me suis filmé à côté d'une Rolls-Royce ou bien d'une Ferrari ou quoi. Tu leur projettes une image. Maintenant, il faut maintenir ça. Il faut maintenir le rythme là. Parce que c'est aussi vous qui cherchez vos problèmes. On vous dit qu'il faut être discret dans la vie. La discrétion aussi. Et il faut apprendre à dire non. Les gens me connaissent pour ça. Il faut apprendre à dire non. Moi, il te dit non, cache. Moi, il n'y a pas de problème. Et je n'ai pas de problème à te dire non. Je n'ai pas de problème à te dire non. C'est ça. Donc, mes chers frères et sœurs, je pense que, bon, il n'y a pas beaucoup de personnes qui veulent intervenir ce soir, c'est pas grave. On va se donner rendez-vous dimanche prochain. On va se donner rendez-vous dimanche prochain. Et n'oubliez pas que le live sera disponible demain à 15 h sur ma chaîne YouTube. 15 h de Paris, non. 15 h de Paris, oui. Donc, ça veut dire qu'il sera 14 h à Londres. Oui, il sera 14 h ici à Londres. Donc, 15 h de Paris, 14 h ici à Londres. Comme ça, vous pourrez revoir le direct, la rediffusion du direct. Et je rappelle encore pour ceux qui ont des histoires, qui ont vécu des situations, si vous voulez me les raconter, pour que je puisse aussi venir, n'est-ce pas, publier ça ici, envoyez-moi le message en inbox. Et comme ça, là, je vais écouter ou alors je vais lire. Et comme ça, je pourrais transmettre également ici. Bon, il y a Gorbatchev qui demande, il dit, Max Junior, tu viens quand au pays? Vous savez, en disant Max Junior, il cherche à me rabaisser. Vous voyez un peu non, les mentalités des Noirs. C'est-à-dire, il sait que je m'appelle Max Senior. Mais il vient, il dit, Max Junior, tu viens au pays quand? C'est-à-dire, on a vendu, on a planté les choux, les patates ensemble. Je ne sais pas qui a donné le téléphone avec la connexion à certains individus. Je ne sais pas. Il y a beaucoup de fous là dehors. Vous ne savez pas. Il y a beaucoup. C'est-à-dire, quelqu'un vient, il s'adresse à toi. Vous ne vous connaissez pas, rien. Non. C'est pas, il te parle comme son ami parce qu'il est caché derrière un téléphone portable. Il peut utiliser ses doigts là pour écrire du n'importe quoi alors qu'il n'a pas été invité. Vous voyez? Et c'est des mentalités aussi, c'est-à-dire qui nous ramènent, c'est-à-dire ça nous ramène toujours en arrière. Ça nous ramène en arrière. Zéro respect. Rien. Ils cherchent à te rabaisser. Sauf que je vous ai toujours dit, vos fantasmes sont très loin de la réalité. Ce n'est pas parce que tu cherches à me rabaisser que tu vas me rabaisser. On ne va jamais se croiser dans la vie. Je ne pense pas qu'on pourrait se croiser déjà. Parce que, à ton attitude, on ne fréquentera pas les mêmes milieux, donc on ne pourra jamais se croiser. Tu vois un peu? Donc, attends-moi toujours au pays là-bas, je viendrai. Et quand je viendrai, je ne vais pas te dire, je serai là. Et si tu es un homme, il faudra venir me poser la question en face. Quand tu sauras que je suis au pays. Oh, franchement, c'est quand même terrible. Maman James, c'est pas sociaux. Qu'est-ce que tu veux dire par c'est pas sociaux? Ça veut dire quoi? Il y a un autre là qui a dit tout à l'heure que je suis recherché à Londres. Qu'il faut que je fasse attention. Je suis recherché. Moi, on ne me recherche pas. C'est moi qui recherche les gens. Et quand je cherche les gens, je les trouve.
Et je suis toujours le premier à agir. Donc, vos petites menaces à 2 balles que vous faites sur les réseaux sociaux, là, renseignez-vous souvent très bien à qui vous avez affaire. Renseignez-vous souvent bien. Parce que les gardes du corps de Biya, de Paul Biya, ont dit la même chose. Et ils ont vu le feu face à moi. Donc, renseignez-vous souvent très bien. Donc, ceux qui vous font peur, là, ceux qui vous font peur là-bas au pays, là, eux, ils ont peur de moi. Il y en a qui se sont préparés à venir m'affronter. Bonsoir, Lauriane, j'espère que tu vas bien. C'est-à-dire, le gars me voit à Londres, il me dit que Max, je suis venu pour toi, je vais revenir pour toi. Les gardes du corps de Paul Biya, ils sont là avec Paul Biya. Ils me disent que je vais venir pour toi, Max, je vais venir pour toi. On se revoit à Paris. Vous savez ce qu'il a apporté pour m'affronter? Le haricot sauvage. Des petites mauviettes. Le haricot sauvage pour m'affronter. Ils me voient, je viens vers eux, ils sont au moins 10, je suis là. Il sort, il fait comme ça. Les gardes du corps d'un président de la République, c'est-à-dire un président de la République qui terrorise 30 millions de population. Il me voit pour m'affronter, il apporte le haricot sauvage. Pourquoi il ne vient pas avec les mains? Il vient avec le haricot sauvage, il jette sur moi. Les gardes du corps, de celui qui vous fait peur. Et vous voulez venir me menacer. Je suis un sorcier. Je suis un sorcier. Juju One Love, voilà, merci pour ta question. On vote comment? La diaspora camerounaise, comme je disais tantôt, il y a au moins 5 millions qui sont détenteurs d'une carte d'électeur. Ça veut dire d'une carte consulaire. Ça veut dire que vous êtes des potentiels électeurs. Vous pouvez obtenir une carte d'électeur via vos ambassades. Ne vous laissez pas faire parce que j'ai appris que le 21 mars, à l'ambassade à Paris, on a dit aux gens que si vous n'êtes pas d'un parti politique, vous ne pouvez pas vous inscrire, nanani, nanana. Ils sont comme ça, ils ne veulent pas que vous puissiez vous inscrire sur les listes électorales, alors que c'est un devoir. Allez, réunissez-vous dans vos communautés. Tu es à Lyon. Réunissez la communauté camerounaise de Lyon. Et allez au consulat, leur dire que vous voulez vous inscrire sur les listes électorales. Ils doivent vous inscrire sur les listes électorales. Regardez ce que la diaspora sénégalaise a fait aujourd'hui. Il y avait des milliers de Sénégalais dans toutes les ambassades. Des milliers, des millions alignés. Des gars étaient alignés. Le rang faisait peut-être 5 km. Parce que les gars partaient s'acquitter de leurs devoirs citoyens. Donc vous, ne restez pas passifs. Allez gronder. On doit absolument vous inscrire sur ces listes électorales. Parce que celui qui n'a pas voté n'aura pas réellement l'engagement nécessaire le moment venu quand il faudra lutter pour que la vérité des urnes soit dite. Parce que si tu ne t'engages pas dans le vote, qu'est-ce qui va te donner vraiment la force d'aller lutter pour la vérité des urnes? Donc, il faut que tu puisses t'engager. Et comme ça, tu utiliseras cet engagement et ce vote-là comme prétexte pour rester devant le bureau de vote, connaître le résultat, attendre sur place, enregistrer le résultat et te rassurer que ce soit le résultat-là qui sera publié le moment venu. Parce que si le résultat-là n'est pas publié, tu as le devoir et l'obligation d'exiger que ce soit le résultat-là, le résultat que tu connais dans ton bureau de vote là, qu'on doit publier là, tu exiges que c'est ça qu'on doit publier. Mais si tu n'as pas voté, tu ne seras pas très engagé. Et j'en connais qui seront assis au bar ce jour en train de boire les bières. Donc, de toutes les façons, allez à l'ambassade vous renseigner. Juju One Love, allez à l'ambassade vous renseigner. Quand est-ce que les inscriptions seront disponibles et allez vous inscrire. Encouragez vos parents au pays à vous inscrire. Et même ceux qui veulent encore envoyer l'argent à leurs gens au pays, là, dites-leur que si quelqu'un n'a pas la carte d'électeur, vous n'envoyez pas l'argent. Que pour que tu envoies même 5 francs encore à quelqu'un, que vrai, si tu veux vraiment aider, tu dis que montre-moi d'abord ta carte d'électeur avant qu'il te donne mes 5 euros. Comme ça, eux aussi au pays, ils vont aller s'inscrire obligés. Et après, vous allez demander à tous les membres de vos familles d'aller voter. Le moment venu, qu'ils aillent voter.
La diaspora a une force, vous ne pouvez pas imaginer. Vous pensez que les Sénégalais sont fous de se mobiliser en diaspora pour le vote? Rien que les Sénégalais du Sénégal pouvaient voter Macky Sall tranquillement. Mais si la diaspora s'engage, c'est pour confirmer la confirmation. Oui, c'est pour confirmer la confirmation. Donc, vous de la diaspora, vous devez imposer un rythme à tous vos gens du pays. Vous leur demandez d'aller s'inscrire sur les listes électorales et de se préparer à aller voter le moment venu. Parce que je vais vous dire que si les conditions de vie du Cameroun changent, ce n'est pas pour toi. Certes, ça va alléger tes charges, mais ce n'est pas pour toi en fait. Parce que toi, tu ne vis pas au Cameroun. Moi, je ne vis pas au Cameroun. C'est pour le Camerounais qui vit au Cameroun. C'est pour lui que les choses doivent changer au Cameroun. C'est lui l'acteur principal. Toi, tu vas au Cameroun juste en vacances. Par contre, lui, il vit au Cameroun, il vit les réalités. Et donc, si lui ne s'engage pas, pourquoi est-ce que toi, tu dois t'engager plus que lui? Donc, tu vas te sacrifier là pendant que quelqu'un est assis au bas en train de boire les bières et attendre que le changement tombe du ciel. Non, chacun doit s'engager. Le moment venu, on connaîtra les candidats. Le moment venu, on connaîtra les candidats. Mais moi, j'ai quelque chose que je veux te dire, Juju One Love. Voter pour le RDPC aujourd'hui, c'est une haute trahison pour le Cameroun. Chaque Camerounais qui va mettre le bulletin du RDPC dans l'urne, le moment venu, est un traître à la nation. Chaque Camerounais qui le fera est un traître à la nation. Parce que ces gens ont tellement détruit le pays. Et quand vous voyez, ils maintiennent les vieux grabataires au poste de président du Sénat, président de l'Assemblée nationale, et lui-même le plus grand vieux grabataire président de la République, alors qu'ils savent très bien qu'ils n'ont plus la capacité de travailler. C'est parce qu'ils ont pour seul objectif de mourir au pouvoir pour qu'on ne puisse pas leur demander des comptes. C'est leur seul objectif. Ils n'ont rien d'autre à faire. Ils veulent mourir au pouvoir pour qu'on ne puisse pas leur demander des comptes. Voilà pourquoi chaque Camerounais doit absolument se dire que le Cameroun doit changer. Parce que si vous partez même un seul bulletin du RDPC dans l'une, c'est condamner le Cameroun pour les 50 prochaines années. Pensez à vos enfants. Dites-vous que ce que vous avez vécu avec le Cameroun, que vous avez connu et que vous avez fui pour venir vous cacher en diaspora là, vous ne voulez pas la même chose pour vos enfants. Pensez à vos enfants. Parce que si vous pensez faire du mal à quelqu'un, ou je ne sais pas, si vous pensez qu'en allant voter le RDPC, vous faites du mal à quelqu'un, c'est à vous que vous faites du mal, à vous. Vous ne faites du mal à personne, c'est à vous-même que vous faites du mal. On appelle ça de l'autoflagellation. Donc, vous ne pouvez pas avoir une jeunesse aujourd'hui qui va encore aller faire confiance à des vieux grabataires de 90 ans, 95 ans. Comment? Comment? Que toi-même, Camerounais conscient, tu viens là, on te dit que va voter pour le RDPC de Paul Biya, pour que Paul Biya soit encore président de la République pour les 7 prochaines années. Toi-même, en tant que jeune Camerounais, tu vois ça comment? Tu vois ça comment? Tu ne vois pas que tu te fais du mal à toi-même. Vous êtes les adeptes du statu quo? Je ne pense pas. Alors je crois que les Camerounais aujourd'hui sont assez matures pour comprendre qu'on les a longtemps trompés et qu'il est temps de passer à autre chose. La dynastie Bongo a régné au Gabon le temps que ça a pris. Ils sont partis. Et ainsi de suite. Il est temps de passer à autre chose. Dites-vous ça. Voilà pourquoi je vous incite à aller vous inscrire massivement et attendre. Mais dites-vous bien que rien ne sera facile. Le vote que vous voyez là, ce n'est qu'un prétexte parce que le régime Biya n'acceptera jamais, il n'acceptera jamais de partir
Ils sont là, ils mettent tout en place pour se maintenir, pour mourir au pouvoir. Ils n'accepteront jamais de partir parce qu'ils ont tellement détruit le Cameroun et ils ont peur de rendre compte. Le meilleur moyen pour eux de ne pas rendre compte, c'est de se maintenir au pouvoir. Par tous les moyens. Il y aura du sang, c'est sûr. Mais c'est le prix à payer. C'est le prix à payer. Chacun doit être prêt. Si chaque Camerounais s'engage comme il faut, il n'y aura pas de catastrophe. Mais si vous restez lazy, ça va aller. C'est-à-dire que moi, avant de couper le live, je pense que je vais vous expliquer un peu la situation dans laquelle vous vous trouvez au Cameroun actuellement. Si Paul Biya meurt au pouvoir, vous êtes dans la merde. Il y aura des milliers de morts. Je dis bien, si Paul Biya meurt au pouvoir, retenez bien ce que je suis en train de vous dire. Nous sommes dimanche le 24 mars 2024. Si Paul Biya meurt au pouvoir, ce sera la catastrophe dans ce pays-là. Pourquoi? Eh bien parce que les clans qui bataillent actuellement pour prendre le pouvoir après lui vont se battre et le Cameroun va se déchirer. Exactement comme la Côte d'Ivoire s'est déchirée à une certaine époque. Après la mort de, je ne sais pas, il s'appelait quoi, Houphouët-Boigny. Oui, parce que chacun va estimer que c'est lui, maintenant c'est lui. Et c'est-à-dire que ça, c'est le schéma le plus catastrophique qui puisse arriver dans ce pays-là. Deuxième point de figure. On réussit à faire tomber le régime Biya dans les prochaines échéances électorales à venir. Là, le régime Biya va essayer de se maintenir, mais ce sera moins catastrophique que si Paul Biya ferme les yeux pendant qu'il est encore président là. Vous allez voir que Niat Difendi va se faire éliminer, Kaba Ege Djibril va se faire éliminer, les têtes seront coupées dans ce pays-là, c'est-à-dire en plein jour. Les armes vont gronder, ça va crépiter de partout. Les canons vont exploser parce que les camps vont s'affronter. Et ils se sont préparés pour ça. Je vous le garantis. Et retenez bien ça. Aujourd'hui, nous sommes dimanche le 24 mars 2024. Donc, le pire des scénarios qui puisse arriver au Cameroun, c'est que Biya meurt au pouvoir. Malheureusement pour le Camerounais, c'est ce que Biya a prévu, mourir au pouvoir. Et vous devez l'en empêcher. Parce que lui-même, il sait très bien ce qui va arriver comme catastrophe. Il le sait, mais il s'en fout. Parce qu'il a plus peur qu'on lui demande des comptes. Donc lui, il sait qu'il sera mort le moment venu, il ne sera plus là pour rendre compte. Tous les Camerounais aujourd'hui le savent qu'il y a une guerre de leadership au sein du pouvoir. Un clan qui veut absolument prendre le pouvoir après Biya et un autre clan qui veut aussi prendre le pouvoir après Biya. Et ce sont tous les gens même du régime. Et donc, quand les barons du régime s'affrontent dans un pays, c'est plus catastrophique que lorsque c'est l'opposition qui affronte les barons du régime. Oui, parce qu'entre eux, parce qu'ils se connaissent, ils vont chacun utiliser les armes les plus extrêmes pour intimider l'autre côté. Chacun va vouloir montrer que non, c'est moi qui est la plus grosse. Par contre, quand c'est le peuple qui est en face, le peuple qui soutient l'opposition, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est fuir. Ils vont un peu essayer de résister. Quand ils vont voir que ça ne va pas, ils vont fuir. Mais si c'est que c'est entre eux, les deux mêmes clans qui se battent pour s'accrocher au pouvoir, les gars vont se faire du sale et c'est vous qui allez payer. Donc de toutes les façons, il y aura catastrophe. Pourquoi? Parce que vous payez le prix de votre inertie depuis 40 ans. Parce que vous avez laissé
que le type-là reste au pouvoir pendant aussi longtemps. Toutes les dictatures qui tombent d'une certaine manière, il y a toujours le sang qui coule. Maintenant, ce sera à vous de voir si vous voulez que le sang coule en abondance ou que ça coule minimalement. De toutes les façons, ça va couler. Celui qui vous dit le contraire vous ment. Ça va couler. Le régime en place là actuellement, là, les gars vont tout faire pour se maintenir au pouvoir, même s'ils perdent les élections, parce qu'ils savent qu'ils auront des comptes à rendre. Ils le savent. Et donc, comme ils ne veulent pas rendre les comptes, ils vont d'abord essayer de se maintenir au pouvoir. Quand ça ne va pas marcher, chacun va fuir. Et le plus malchanceux va rester. Ça, c'est le premier cas de figure. Deuxième cas de figure, Paul Biya meurt au pouvoir. Là, les gars vont dire que quoi? Allez, pap, les têtes, c'est chacun qui va se battre. Ngongo d'abord déjà là va se dire que moi, il ne quitte pas de la présidence ici. Et puis l'autre clan des frères de Biya, ils vont dire que toi, tu es qui? Tu vas quitter. Et même l'armée est divisée. Il dit même l'armée est divisée. Donc ça va crépiter. Ça va aller, c'est-à-dire que attendez-moi, donnez-moi 2 minutes. Donc, les gars, engagez-vous. Le moindre mal, ce serait de passer par les urnes, ensuite de se battre pour que la vérité des urnes soit connue. Et qu'elle soit dite. C'est la meilleure option. C'est la meilleure option. Moi, je vous ai dit, je suis toujours pour, c'est-à-dire une révolution armée, c'est-à-dire qu'on entre là-bas en rébellion, on enlève tous ces gens-là de gré ou de force. On les envoie même à la cour martiale. Mais, qui a les moyens de le faire? Qui a les moyens de le faire? Personne. Voilà. Donc, j'espère que on a bien échangé ce soir. J'ai été ravi, n'est-ce pas, que vous soyez aussi nombreux à me suivre. Merci beaucoup à vous. Et rendez-vous très prochainement pour une nouvelle émission. Je pense que je vais lancer d'autres émissions en semaine pour parler, n'est-ce pas, de la politique du Cameroun. Et le dimanche, on reviendra sur les histoires encore de cette diaspora qui est esclave des familles restées en Afrique. Je rappelle encore que si vous avez des histoires ou alors vous avez vécu une histoire et vous voulez nous la raconter, écrivez-moi juste en privé. Et comme ça, on va s'organiser pour que vous puissiez soit raconter votre histoire ou alors que je puisse raconter cette histoire à votre place. Merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux à me suivre. Une fois de plus, passez une bonne soirée. C'était Max Senior. Je reviendrai très certainement.